Apprendre à se connaître avec Floriane, le conte Feli. Bonjour à tous, bonjour Erel. Bonjour Floriane. Alors Erel, nous partageons le cabinet sur Saint-Mexan-l'École. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire et dire aux personnes qui nous écoutent qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qui je suis ? Donc, c'est une large question, mais je vais essayer d'être concise. Donc, je m'appelle Erel Pollier, je suis d'origine bretonne, j'ai 38 ans bientôt, maman de 3 enfants. Je vis dans les Deux-Sèvres depuis presque 15 ans. Et puis, qu'est-ce que je fais ? Je suis praticienne en art-thérapie et en sophrologie holistique. Alors, qu'est-ce que l'art-thérapie ? Alors, l'art-thérapie, c'est plus facile à montrer qu'à expliquer. L'art-thérapie, comme son nom l'indique, c'est la thérapie par l'art. Donc, c'est-à-dire qu'on va surtout, alors la manière dont je le pratique, utiliser l'art pour venir découvrir ce que son inconscient a allé nous dire, tout simplement, peut-être pour découvrir des blocages, les lever, les apaiser, afin d'avancer au maximum. Et alors, pour ma part, je fais beaucoup d'exercices les yeux fermés. Je fais faire les exercices les yeux fermés pour que vraiment cet inconscient vienne et qu'il n'y ait plus le mental. Et donc là, par le biais des couleurs, des formes, on va pouvoir venir analyser tout simplement, entre guillemets, ce que l'inconscient a à nous dire, et puis, pourquoi pas, venir apaiser ensuite, c'est même pas pourquoi pas, c'est sûr, venir apaiser ensuite par des couleurs qui nous font du bien. Ok. Et la sophrologie, du coup, alors toi, qui n'est pas que sophrologie, c'est sophrologie holistique. Ouais. Okay. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Tout à fait, je peux. Donc, effectivement, la sophrologie holistique, alors, je vais déjà commencer par la sophrologie caïcédienne, puisque c'est la base. Monsieur Caicedo a inventé la sophrologie, il s'est inspiré notamment du yoga et a intégré des exercices de mouvement, de souffle. Il s'est vraiment intéressé au corps. Donc ça, c'est la sophrologie caïcédienne. Le corps est hyper important, puisqu'on vit dans cette enveloppe terrestre, on est sur Terre. Le principe, c'est d'être dans l'ici et le maintenant. C'est vraiment la philosophie de vie. Caicedo se rattachait uniquement au corps. La sophrologie holistique va aller bien plus loin, puisque le holistique, ça veut dire le tout. Donc, c'est-à-dire qu'on est un corps, mais on est aussi un âme et un esprit, pardon. Et donc, la sophrologie holistique va permettre, toujours en toute conscience, de venir aussi chercher des petites choses de l'inconscient, de venir les débloquer, les analyser, les conscientiser, les accepter, les alléger, et notamment par des exercices de visualisation aussi. Voilà. Pourquoi tu as choisi ces métiers ? Alors, donc ce n'est pas moi qui ai choisi ces métiers, c'est eux qui m'ont choisi. À la base, j'étais absolument pas prédestinée, dans ma vision d'enfant, d'adolescente ou de jeune adulte, à exercer les métiers d'art-thérapeute ou de sophrologue. J'ai baigné dans l'art petite, mais de là à en faire mon métier, et surtout de la thérapie par l'art, d'ailleurs je connaissais même pas, faut quand même l'avouer. Donc, enfant ou adolescente, je me suis dit non, moi je vais être fonctionnaire. Pour avoir une sécurité financière, ce que j'avais jamais connu. Mais j'ai commencé, j'étais juriste fut un temps, dans une autre vie, et j'ai travaillé dans les mutuelles, et en fait, la vie et mon destin m'ont bien rattrapée. C'est l'art-thérapie qui est venue toquer à mon oreille pendant plusieurs semaines. Et donc, je m'y suis intéressée. Je ne connaissais absolument pas ce que c'était.
Je n'ai pas été voir un art-thérapeute ou une art-thérapeute. En fait, je me suis directement orientée vers une formation en art-thérapie. Et là, je me suis dit, allez, je prends enfin du temps pour moi. Je m'inscris à cette formation. Et puis, je vais mêler effectivement un travail en développement personnel pour moi et puis ma passion, une de mes passions, qui est l'art. Et en fait, à la fin du premier module, je me suis bien cachée de le dire, surtout à mon mari, tant c'était magique et clair pour moi. J'ai compris que non seulement j'avais fait le bon choix personnellement, mais que je faisais aussi le bon choix pour aider le maximum de personnes qui ouvriraient la porte de mon futur cabinet. Et de là, j'ai décidé de me former dans le même temps en sophrologie holistique, parce que je savais que c'était extrêmement complémentaire avec le travail d'art-thérapie. Et que j'allais avoir encore des outils nécessaires, que ce soit pour moi déjà, voilà, pour être alignée avec moi-même, mais aussi pour les personnes que j'accompagnerai dans le futur. Ok, je te remercie. Je t'en prie. C'est important de connaître ton parcours parce que ça emmène aussi le sujet dont on a souhaité amener aujourd'hui dans cette émission, apprendre à se connaître, c'est sur la confiance en soi. Et oui. La confiance, cette fameuse conscience, de conscientiser la confiance, enfin voilà, qui inconsciemment, on se fait pas confiance, enfin voilà, qui amène énormément de choses et qui est un peu galvaudée parce qu'on en entend beaucoup parler, on met un peu tout derrière. Et c'est vrai qu'on a souhaité en parler un peu plus dans nos pratiques et effectivement, potentiellement, plus on apprend à se connaître et à connaître nos capacités, nos savoir-faire, plus notre confiance en fait va augmenter. Tout à fait. Parce que y a l'image de soi, l'amour de soi et l'amour inconditionnel aussi qu'on entend. Alors et qui amène et qui est aussi la confiance ce sont les 3 piliers en fait de l'estime de soi. Effectivement. En fait, la confiance en soi, pour toi, c'est quoi ? Alors, justement, tu viens de le dire. Alors, si on se réfère à Monsieur André et Monsieur Lelore, effectivement, on a l'estime de soi qui est globale. Et dedans, on a les 3 branches qui vont être l'amour de soi, qui est très important, l'affirmation de soi et la confiance en soi. Donc déjà, la confiance en soi, déjà quand on l'a, c'est énorme. Alors, je ne parle pas tout de suite de l'amour de soi, parce que ça, c'est encore plus. Mais on a effectivement cette confiance en nous. Donc, autant l'affirmation de soi va être très liée à l'expression, comment je m'exprime, comment j'exprime mes émotions, mes besoins, est-ce que je m'autorise à le faire ? Autant la confiance en soi va être plus basée sur l'action. Est-ce que je suis capable agir de manière correcte, de me projeter, sans trop se poser la question de qu'est-ce qu'on va dire de moi, déjà. Donc, c'est en fait avoir une image de soi positive et nous reconnaître dans notre propre valeur, d'être aligné avec ses pensées et avec qui l'on est. Donc tout ça permet d'avoir une belle confiance en soi, sans pour autant qu'elle soit assimilée à un ego surdimensionné. Puisqu'effectivement, on peut se dire « Ah ouais, t'as trop confiance, c'est pas possible, etc. » Donc non, la confiance en soi, c'est un juste équilibre. On fait pas plus, on fait pas moins, on fait ce qu'on peut faire dans l'instant présent et surtout en toute honnêteté avec nous-mêmes. Et des fois, alors moi, c'est ce qui se produit en cabinet, c'est que les personnes n'ont pas conscience de leurs capacités. Et des fois, le fait de porter conscience sur quelque chose qu'elles savent faire, du coup, elles se mettent en doute, parce que pour elles, c'est simple, c'est naturel. Et quand on leur demande comment t'as fait pour en arriver là,
Ben, en fait, je sais pas. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette dynamique parce qu'elles ont un fort potentiel, notamment avec les sens, qui a été un peu oublié. Une richesse, donc j'appelle ça une richesse émotionnelle, une richesse sensitive, c'est-à-dire qu'elles ont pu observer, elles ont pu entendre les choses, et en fait, elles n'ont pas appris d'une manière où elles peuvent l'expliquer, du moins jusqu'à maintenant, où il faut expliquer les choses de telle manière, sinon, en fait, ça rentre pas dans la manière d'apprendre, et ce qui fait que si elles savent pas expliquer, elles perdent confiance. Alors que c'est quelque chose qu'elles avaient à la base naturellement. Et c'est un peu ce qu'on trouve chez les enfants. C'est-à-dire qu'ils ne se posent pas de questions. Ils apprennent à marcher parce qu'ils veulent faire les choses. Donc, en fait, ils sont, leur image, voilà, ils apprennent, ils ont foi en leur amour. C'est-à-dire qu'ils ne se posent même pas la question s'ils s'aiment ou pas, parce que voilà, ça paraît une évidence. Et à partir du moment où on demande « Mais comment tu as fait pour faire ça ?» Ça veut dire porter de la conscience sur quelque chose qui est fait inconsciemment, juste parce qu'il a observé, ce qu'il a entendu, ce qu'il a ressenti. Et c'est là où il y a eu potentiellement des personnes qui ont perdu leur capacité très tôt, parce qu'ils n'ont pas pu exprimer consciemment ce qu'on attendait, alors qu'en soi, qu'est-ce qu'on attend ? On souhaite juste que la personne évolue avec ses capacités. Et c'est vrai que cette confiance, où on a mis énormément de choses dessus, c'est indépendant et en même temps dépendant de l'amour inconditionnel qu'on se porte et effectivement et l'image de l'autre. Elle peut être perdue parce qu'on a peur de décevoir, parce qu'on ne fait pas de la manière dont l'autre souhaite. Alors qu'en final, l'autre personne, s'il y a vraiment cet amour inconditionnel, ce qu'elle souhaite, c'est juste que la personne en face réussisse. Peu importe de la manière, et qu'elle réussisse pour elle. Tout à fait. Et c'est des échanges qu'on a eus et qu'on aura sûrement encore dans nos pratiques et entre nous par rapport à tout ce qui se passe. C'est vraiment c'est cette puissance de l'inconscient et en même temps la puissance de le rendre conscient, cette puissance. C'est-à-dire que inconsciemment, je suis capable de le faire. Consciemment, je peux l'expliquer, mais avec mes ressentis et pouvoir faire comprendre le message, même si il va être différent chez c'est les chez chacun et qui fait vraiment le fait de pouvoir transmettre et d'avoir cette multicapacité avec d'autres personnes. C'est-à-dire que la personne, elle va être plus sur de l'auditif. Ok, ce qui m'importe, c'est que tu puisses comprendre le message que je transmets. Donc si je te le dis visuellement, si je te fais des schémas et que c'est auditif, ça va pas fonctionner, tu vas perdre en confiance. Et voilà, qu'est-ce qu'on met en place pour... D'où l'enrichissement de l'accompagnement aussi systémique. Parce qu'on parle des enfants quand il y a une perte de confiance, etc. Et qu'est-ce que, dans nos accompagnements, avec le système familial, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tout le monde évolue et ait cette belle dynamique. Et c'est vraiment chouette quand il y a cette systémie individuelle, familiale, qui fait que tout le monde met la main à la pâte, comme on dit. C'est ça. Qu'est-ce que pour toi l'art-thérapie apporte, justement, valorise la confiance, tout ça, tout ce qui s'en dégage dans tes accompagnements, en fait. Alors, il y a plusieurs choses. Et, alors, surtout en art-thérapie, souvent, les personnes, quand elles viennent me voir, elles me disent l'art-thérapie, mais je sais pas dessiner. Ouais, c'est ça. Oui. Mais en fait, c'est bien, parce que moi, je veux pas des gens qui savent forcément dessiner. Au contraire. Mais si vous savez dessiner, vous pouvez venir me voir quand même, vous inquiétez pas. Donc, je sais pas dessiner, et déjà, on sent une peur. Je sais pas dessiner, qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Bon, déjà, on est 2 souvent, on peut être 3 ou 4 s'il y a des familles, mais en fait, on s'en fout de ce que les autres peuvent dire. Donc déjà, souffler, on va prendre confiance et on va y aller. Et là, alors, surtout quand je leur dis, on dessine, on prend un crayon les yeux fermés et en plus on dessine les yeux fermés, alors là ça part en cacahuète. Toutes les peurs remontent. Et c'est vrai ce que tu disais lors d'un atelier, tu m'en avais fait part. Alors j'en profite pour rebondir parce que quand tu animes des ateliers avec plusieurs personnes, c'est ce que tu m'avais amené, où en fait les gens ils ont tendance à voir ce que l'autre va dessiner parce que qu'est-ce qu'il va faire, est-ce que moi c'est... Il y a déjà cette peur ou cette comparaison en fait. La comparaison qui va amener le manque de confiance parce que l'autre il va faire mieux que moi ou plus et donc voilà, en art thérapie on est déjà obligé, en tout cas lors de mes accompagnements, on est déjà obligé de passer par une étape qui peut être compliquée, donc qui amène des peurs. Donc ensuite, ils font effectivement le dessin.
Bon, ça, peut-être que ça voudra rien dire pour eux dans un premier temps, mais au fur et à mesure de l'analyse, de la discussion, des symboles qui vont peut-être ressortir et des couleurs, et bien effectivement, là ils vont se dire ah ouais, mais en fait j'ai été capable de faire ça moi. Et cette confiance, elle revient. Et en discutant aussi. Alors après, tout n'est pas magique, ça se fait pas forcément qu'en une séance, tu le sais très bien. Hein, mais déjà, on sent le soulagement. J'ai été capable. Il y a une prise de conscience. Tout à fait. Et en fait, la prise de conscience, c'est déjà le début du travail. Voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est exactement ça. Et c'est vrai que les prises de conscience sont déjà le fait de, ok, maintenant, comment je fais ? Maintenant que j'en ai pris conscience, comment je fais pour avancer vers justement ce qui me pose problème, ce qui est un frein, et trouver le levier pour pouvoir avancer. Et effectivement, la puissance, que ce soit au niveau du dessin, que ce soit au niveau des mouvements libres expressifs, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit... Enfin voilà, chacun a son appétence vers quelque chose qui amène une ouverture vers cette fameuse confiance et de se sentir capable d'évoluer par rapport à ses propres aspirations. Oui. On va continuer à parler de ce magnifique thème qui est la confiance et qui est vraiment importante, notamment là, par rapport à ce début d'année de rentrée, parce que souvent avec potentiellement les nouvelles classes, le passage au collège, au lycée, ou même un nouveau travail, mais je trouve que c'est judicieux d'aborder ce thème-là à ce moment-là. Quelle chanson t'as choisie ? Alors, petit cadeau de Sohan. Ok, pourquoi cette chanson ? Elle me touche particulièrement. Et puis, déjà, rien que le titre Petit cadeau, j'avais envie de vous offrir quelque chose. Et comme cette chanson-là n'est pas spécialement très connue, écoutez-la, ça vous fera quand même du bien. C'est chouette, oui, parce qu'en fait, apprendre à se connaître, c'est aussi quelque part apprendre à te connaître, parce que tu vas et tu accompagnes des personnes, et c'est aussi ton identité qui fait la transmission de cette art-thérapie ou de cette sophrologie. Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tiens, ce matin, je me lève et mes mains tremblent. Et manque de bol pour le pas de peau. J'ai ton sourire collé aux lèvres et le tango qui me joue des jambes. Comment tu t'appelles ? Salut, ça va ? En fait je m'en fous, putain, je t'aime. Et quand c'est toi, mais t'étais où ? Je t'attendais, lui répondit-elle. Par l'épingle la plus grande qui te passe par les mains. 'Cause if you stay, j'ai bel et bien les rêves en vain qu'auraient les glandes. Comment tu t'appelles ? Moi c'est cherche pas. Putain t'es belle, regarde-toi. Ma gueule à moi me foutait la haine avant qu'elle ne te convienne à toi. Je me lève et mes mains tremblent. Et manque de colle pour le paquebot. Je regardais rentrer de l'eau. Et c'était beau finir ensemble.
ce petit cadeau, Irel. Avec plaisir. Donc, on abordait, et on aborde toujours, la confiance. Oui. La confiance en soi. Et du coup, c'est quoi pour toi cette confiance ? Alors c'est quoi ? On l'a évoqué tout à l'heure, c'est le fait d'agir. Donc en toute honnêteté avec soi-même, de passer des caps et sans se demander ce qu'on va dire de soi et peut-être même sans trop de stress. Alors on peut avoir un peu de stress évidemment, mais faut pas que ça nous pourrisse la vie parce qu'effectivement on peut avoir confiance, avoir quand même ce petit pic de stress qui est important pour avancer. C'est un moteur, ça peut être un moteur. Ça peut être un moteur. Ça dépend les peurs qu'on met dessus et là ça en devient un frein. Et en fait le stress est moteur et potentiellement peut sauver des vies, donc c'est important. C'est hyper important. C'est pour ça que je le dis et que tu le soulignes, pardon. Et donc c'est très bien. Mais effectivement, je fais cette action, j'ai confiance. Et peu importe le qu'en dira-t-on, et à la limite même, peu importe ce qui va m'arriver, l'important c'est que je puisse créer ou être actif en toute confiance et en toute conscience. Oui, c'est vraiment c'était en toute confiance et en toute conscience et en même temps ça aspire une ouverture vers les autres. À partir du moment où il y a cette confiance, il y a cet amour inconditionnel, cette image, et d'ailleurs l'image vient un peu après, une fois que la confiance ça y est inculquée, beaucoup plus ancrée. L'amour inconditionnel, c'est l'image, au final, on a moins peur de l'image parce que, en fait, on a confiance en soi. Et du coup, l'image qu'on peut donner, alors elle est importante ou pas. En tout cas, elle a moins d'impact sur sa confiance en soi. Oui, tout à fait. Mais ça va aussi permettre, comme on l'a dit au tout début de l'émission, de s'accepter, de s'affirmer. Et donc, ça va amener à cet amour et à cette estime de soi. Et s'affirmer, c'est loin mal. En fait, c'est juste affirmer ce qu'on pense. Ça ne veut pas dire que ça en fait une vérité. C'est juste qu'à l'instant T, on pense quelque chose et on l'affirme. Et que potentiellement, dans un an, on voit les choses autrement parce qu'on a évolué. Et d'avoir justement cette capacité de se dire que rien n'est ancré. D'où les mots toujours et jamais sont parfois importants à mettre entre guillemets. Et notamment, alors je l'entends quand j'accompagne des jeunes mamans qui souvent jamais je veux faire ça, ou je m'étais dit que jamais je donnerais le biberon, et voilà, il se passe que parfois on peut pas faire autrement que donner le biberon, et en fait ça remet pas en cause qui vous êtes, et c'est toutes ces injonctions qui fait que ça peut à un moment donné faire qu'il y a une perte de confiance. Tout à fait. Ouais. Donc les toujours et jamais sur des choses où potentiellement on n'est pas sûr au final, c'est important d'enlever ça parce que ça génère de la culpabilité après. Oui, tout à fait. Et le fait de culpabiliser, on va perdre en confiance, c'est évident. Donc c'est un cercle vicieux. En amour, en image. Et du coup, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Et à un moment donné, c'est important de se dire qu'on peut sortir de cette boucle, de sortir du cercle vicieux pour en faire un cercle vertueux. Oui. Et du coup, par conséquent, il y a un impact... encore une fois systémique qui est important, que ce soit avec sa famille, que ce soit avec ses collègues, c'est tout l'environnement avec qui on partage des moments associatifs, etc. Donc il y a vraiment un impact plutôt bénéfique. Oui. Je voulais voir avec toi, on en avait échangé, est-ce que pour toi cette confiance, on l'a déjà plus ou moins abordée, est-ce que pour toi elle est acquise tout le temps ? Non. C'est ça. Non, alors malheureusement, oui et non, puisque en même temps, on est bien dans cette vie pour travailler sur nous, en nous, c'est un peu le but de notre vie en fait. Quand on l'a compris, ça va tout de suite mieux. Oui, il y a des situations où on peut perdre confiance, et là tu l'as dit d'une certaine manière, aussi par le biais de notre environnement.
Effectivement, au niveau de notre travail, il y a peut-être des personnes autour de nous qui vont nous faire perdre confiance, peut-être parce que eux sont trop en confiance, ou alors qui nous descendent, on ne sait pas trop pourquoi. Ou qui s'en aperçoivent pas aussi. Ou qui s'en aperçoivent pas. Parce qu'ils pensent que c'est comme ça, ils ont leurs croyances et que tout le monde fonctionne comme ça, ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir sur d'autres personnes. Complètement, et ça peut être destructeur pour soi, pour la personne qui subit, entre guillemets. Donc là, oui, le manque de confiance, il va arriver, on va se poser beaucoup de questions. Alors c'est dans ce cadre-là, ça peut être à l'école aussi, on parle beaucoup d'harcèlement scolaire, malheureusement. Si les autres camarades sont en train d'injurier, embêter constamment une personne, comment elle peut garder confiance ? C'est très compliqué. Donc, heureusement, il y a des thérapeutes pour ça, pour aider et pour essayer d'amener vers alors soit la confiance qu'on avait, ou une nouvelle confiance. Ça nous permet de changer aussi. Alors à certains degrés, ça peut être aussi bénéfique d'être dans ces situations un peu chaotiques, puisque on va amener le changement, et donc on va retrouver une certaine confiance qui sera peut-être pas la même, puisqu'on sera plus tout à fait la même. Je souligne aussi qu'il y a de plus en plus de personnes, que ce soit dans différents corps de métier, instituteurs, coachs sportifs, même dans le milieu de santé, qui sont vraiment porteurs de l'importance de cette confiance, et qui, de par leur métier, aussi ouvrent vraiment le champ de la confiance en l'enfant. Là, je pense aux instituteurs, etc., où du coup, c'est aussi un beau moyen, de par leur métier, de mettre en valeur les capacités de chacun, et être aussi à l'affût du harcèlement qui est de plus en plus connu, oui. Et de plus en plus de personnes y prêtent vraiment attention et ont vraiment à cœur de mettre en avant, oui, l'importance du respect, l'importance aussi se dire de l'influence. C'est-à-dire que souvent, si on ne suit pas telle personne, du coup, ça va pas le faire. Tout à fait. Et j'ai pas envie que je sois traitée comme oui, l'autre, donc je préfère me ranger de l'autre côté. Oui. Et vraiment, le sentiment d'influence, d'appartenance à un groupe, c'est important de le notifier, oui, enfin de l'amener le plus tôt possible. Et la tolérance aussi, qui est hyper importante dans ce cas. Tout à fait. Après, c'est vrai que la tolérance, elle est propre à chacun, oui, selon des croyances, et ça en vient avec l'émission que j'ai faite avec Élodie sur En quoi on croit. Il y a pas forcément de vérité, ou au moins chacun a sa vérité. Il y a des personnes qui vont croire, potentiellement, là j'amène le sujet par rapport à la viande, que le fait de manger, oui, de la viande c'est bien, d'autres c'est pas bien. Oui. En fait, chacun a sa vérité. Mais non-jugement, quoi. Et après, c'est vraiment propre à chacun, et du coup, la tolérance, elle est où ? Voilà, c'est des curseurs qui sont propres à chacun. Et c'est vraiment cette confiance aussi, cette confiance en soi et cette confiance en l'autre qu'il est important d'acquérir. Oui. À ton avis, c'est quoi ? Quelles peuvent être les clés pour accéder à une meilleure confiance ? Il y en a plein. C'est ça qui est chouette, parce qu'on fonctionne tous différemment. Mais oui, c'est ça. Les clés, alors en ce moment, je travaille beaucoup sur la confiance en soi, l'amour de soi. Alors, je sais qu'en art-thérapie notamment, et je pense qu'en hypnose, c'est un petit peu pareil, dans le sens où on va ancrer des phrases, des couleurs, des images. On peut déjà commencer par là, par se dire, mais je suis capable, je peux, je vais le faire. J'aime ce que je fais, j'avance, etc. En art-thérapie, on va l'écrire, on va le dessiner, on va mettre des couleurs,
Et ce dessin, avec toutes ces phrases positives, eh bien, on va pouvoir l'afficher dans un endroit où l'on passe tout le temps, régulièrement. Et on le lira ou on le lira pas. Mais de toute façon, l'inconscient va faire son travail. Donc, déjà, ça peut être par un travail en développement personnel, évidemment. Il y a aussi quelque chose... se poser la question de pourquoi je perds confiance. Pourquoi j'ai perdu confiance. Alors pour les enfants, les adolescents, ça peut être un peu plus complexe, peut-être de se poser cette question ou en tout cas d'y répondre. Mais je pense qu'ils peuvent être bien entourés pour avoir des personnes qui viendront les aider à répondre à ces questions. Ensuite, je sais pas, est-ce que j'ai répondu à ta question justement ou tu veux que j'aille plus loin encore? En fait, je rebondis sur ce que tu dis, où effectivement, la confiance, on l'a aussi dans le regard de l'autre. Oui. Dans le regard de l'autre, et c'est-à-dire qu'il y a aussi ce qu'on appelle les biais cognitifs, les liens qu'on fait. Et généralement, quand je reçois des adolescents ou des jeunes parents, ou même un peu plus tard, quand les enfants partent, etc., c'est les liens qui ont été faits à un moment donné, petits par des croyances. Oui, je ramène le terme croyance. Du coup, on en fait vraiment une vérité. Et c'est par le fait de l'inconscient, aller rechercher vraiment les ressources sans ces filtres, sans ces croyances, de dire, mais en fait, qui a dit ça ? Et vraiment, il y a une prise de conscience de se dire, non, mais en fait, c'est par rapport à ce que j'ai vu. Donc, comme je l'ai connu une fois, je pense que c'est toutes les fois la même chose. Parce qu'il y a des biais cognitifs qui se font. Et ce qui est important, et ce que j'amène, du coup, et ce que tu disais en hypnose, c'est d'aller casser cette croyance à l'intérieur, cette croyance inconsciente. Parce souvent, on entend, mais je sais pas pourquoi c'est plus fort que moi. Dès que j'entends ce son de sa voix, je sais pas, ça me bloque. Mais parce qu'il y a une référence. Tout à fait. Et potentiellement, généralement, les gens peuvent pas trop savoir parce que ça date de l'enfance par rapport à un traumatisme, parce que souvent on a fait le lien ou moins fait le lien par rapport à nos sens. C'est-à-dire qu'on ne se souvient pas qu'avec nos cerveaux, on se souvient parce qu'on a entendu, on a vu, on a ressenti une odeur qui... Enfin voilà, souvent on entend « ça me rappelle ma grand-mère, cette odeur me rappelle ». Et en fait, nos traumatismes fonctionnent comme ça. Et ce qui est important, c'est qu'on peut se dire que si... entre guillemets, le négatif fonctionne comme ça, on peut se créer du positif. C'est-à-dire que ça me fait du bien. Quand je fais ça, j'ai confiance. Qu'est-ce que j'ancre ? Une image, une odeur. Et du coup, à chaque fois, de me la rappeler, de me l'ancrer pour faire grandir, du coup, cette confiance. Oui. Et ce que tu fais en art-thérapie, c'est-à-dire que par le dessin, par la visualisation, c'est d'amener, et surtout pour les personnes qui apprennent et qui ont cette faculté visuelle d'apprentissage, c'est excellent parce que du coup, rappelle-toi, c'est cette couleur-là que tu as mis là, et cette couleur, pour toi, ça veut dire quelque chose. Et peu importe si l'autre personne, c'est pas cette couleur ou elle n'y croit pas, en fait, c'est est-ce que toi, ça t'aide ? Est-ce que toi, ça t'amène à aller vers une meilleure compréhension, de meilleurs comportement, capacité pour toi. Oui, est-ce que ça te fait du bien ? Est-ce que ça te fait du bien ? Et c'est vrai, alors si je peux donner aussi un petit conseil à tous les nouveaux parents ou les parents avec surtout des jeunes enfants, parce qu'il faut savoir que ce qui va se passer dans notre vie plus tard, adolescent, adulte, en fait, c'est des choses souvent qu'on a vécues entre 0 et 7 ans, dont on n'a plus forcément conscience, effectivement, mais ça peut être des petites choses qu'on a perçu, ressenti, comme tu disais, entendu, vu, et ça va, si c'est pas tout à fait guéri, ça va revenir. Et donc, petit conseil aux parents, si vous voulez vraiment que vos enfants aient confiance en eux, un enfant, il est parfait. C'est tout l'extérieur, tout l'environnement extérieur qui va aller le modeler après. Évidemment, il a son caractère, ça, on peut pas le nier. J'ai 3 enfants, je sais ce que c'est. Je suis pas une maman parfaite. Toutefois, je sais que il est important de leur dire, ok, vas-y, je suis là, tu es en sécurité, tu as besoin de faire ça. Je t'accompagne, tu vas le faire. Et surtout pas leur dire « Ah non, surtout ne fais pas, c'est pas possible, il va t'arriver un malheur, etc. » Donc là, ça va bloquer leur confiance. Eux, ils ont confiance à la base. Et derrière, les parents, les nounous, les instits, etc. Ah mais non, ils les freinent et
vont provoquer des peurs en fait qu'ils n'avaient pas à la base. Alors évidemment en toute sécurité, on leur demande pas de sauter d'un pont, on est d'accord, mais ok, tu as 2 ans, tu peux monter les marches, je suis derrière, si besoin, je te rattrape. Voilà. Et c'est important aussi d'enlever cette culpabilité. En tant que parent, on fait au mieux qu'on peut. Tout à fait. Et potentiellement, il y a des règles. Et je pense qu'en ayant côtoyé, en parlant avec des instituteurs, etc., qui entendent ce discours, etc., ils sont, eux, sujets à des règles. Et que c'est important aussi de se dire qu'ils font comme ils peuvent avec les règles, et que potentiellement, oui, il peut y avoir un danger, et que si ils sont partagés entre effectivement le fait d'autoriser l'enfant parce qu'ils sont dans cette mouvance, et en même temps le fait que y a sécurité s'il y a quelque chose qui arrive. Donc on est c'est un perpétuel équilibre entre ce qu'on aimerait, ce qu'il est possible de faire, et voilà, et en gardant cette croyance que les choses évoluent, et elles sont en train d'évoluer. Elles sont en train d'évoluer, mais c'est ce que je disais, vraiment en toute sécurité. C'est-à-dire, on ne va pas aller au-delà des règles, etc. Mais des petites choses simples, effectivement. Je monte un escalier à 2 ans, on ne dit pas stop. Si on peut, si on peut aller derrière, c'est OK, quoi. C'est vraiment tout cet équilibre et ce juste milieu, s'il y a un juste milieu propre à chacun. Oui. Et ce qui est vraiment... c'est important de se dire aussi que en tant que parents, on a aussi nous... j'ai pas forcément, je le dis, casserole ou pas casserole, parce qu'au final ça fait qui on est, ça fait qui on est, et que potentiellement nos parents ont leur casserole, et que leurs parents, enfin bref, on peut aller très très loin, et c'est juste on fait comme on peut, et ce qui est une richesse, c'est potentiellement de se remettre en question, mais pas trop, ça en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et d'évoluer comme on peut avec ce qui se passe dans l'environnement. Tout à fait. Et d'évoluer, c'est aussi ça, garder confiance. Et je suis ravie vraiment de partager du coup le cabinet avec toi, Erel. Moi aussi, Floriane. C'est un parfait... il y a vraiment un apport de l'art-thérapie qui fait travailler l'inconscient, et du fait de l'hypnose, on amène ça. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a des personnes qui commencent par l'hypnose, et qui après veulent continuer en exprimant les choses, et du coup se dirigent vers l'art-thérapie. Et d'autres choses, et c'est vrai que ça permet de se découvrir et de prendre confiance, en fait, toutes ces choses-là, même de la poterie, ou qui se dirigent vers l'art, le sport, de reprendre confiance, et même au sein de leur famille, au sein de leur travail, il y a vraiment un apport. Et je voulais juste revenir sur quelque chose, parce que du coup, quand on a préparé l'émission, j'ai découvert en fait que Dubuffet et André Breton, en fait, sont donc Dubuffet qui est peintre sculpteur, et André poète écrivain, ont créé la compagnie de l'art brut. C'était une association de loi 1901. Et en fait, ils ont été un des précurseurs des hors normes. Et pour autant, de pouvoir laisser exprimer tout ce qui, à travers l'art, tout ce qu'il y a dans nos têtes, au final, dans notre inconscient, conscient. Et voilà, je tenais à en parler parce que, avec les recherches sur ces 2 personnes et cette association, ça fait vraiment écho à la normalité, en fait, et le fait d'exprimer les choses autrement à travers l'art. Mais oui, tout à fait. Là, tu me ramènes quelques années en arrière, lorsque j'étais au lycée et que je faisais option art plastique. J'ai beaucoup travaillé en fonction ou pas, en tout cas avec eux, avec leurs livres, en français aussi, puisqu'effectivement c'était du surréalisme, et ça m'a beaucoup porté. Et d'ailleurs, si j'en suis là aujourd'hui, il y a peut-être des raisons. Consciente ou inconsciente. Consciente ou inconsciente. Je te remercie beaucoup, Erel. Je t'en prie. Et puis, comment on peut te contacter ? Alors, on peut me contacter par téléphone. Est-ce que je donne mon numéro de téléphone ou... Écoute, si tu peux, ou alors un site, ou ton adresse mail. À toi alors de voir alors si vous voulez, vous tapez sur internet Erel Pollier, sophrologue, art thérapeute, vous me trouverez. Je suis sur Médoucine, donc c'est un petit peu comme Doctolib, hein. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site, et j'ai un site internet aussi, et sinon vous pouvez me contacter
contacter par message ou m'appeler au 06 23 51 87 et 28. Voilà, on aura le numéro de téléphone. Est-ce que tu peux le redonner un peu plus lentement? Alors, c'est 06 23 51 87 et 28. Ok. Et du coup, consultation sur Saint-Mexan et OG. Je peux aussi faire de la visio au besoin et je peux me déplacer au domicile, surtout pour les personnes à mobilité réduite. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, tu as choisi quoi comme chanson pour terminer? Alors, j'ai choisi Heureux de Jacques Brel. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi et merci à vous. Merci, à bientôt. À bientôt. Heureux qui chante pour l'enfant et qui, sans jamais rien lui dire, le guide au chemin triomphant. Heureux qui chante pour l'enfant, heureux qui sanglote de joie pour s'être enfin donné d'amour, ou pour un baiser que l'on boit. Heureux qui sanglote de joie, heureux les amants séparés et qui ne savent pas encore qu'ils vont demain se retrouver. Heureux les amants séparés, heureux les amants épargnés et dont la force de 20 ans ne sert à rien qu'à bien s'aimer. Heureux les amants épargnés, heureux les amants que nous sommes et qui, demain loin l'un de l'autre, s'aimeront par-dessus les ans.